Bonsoir Solo. Bonsoir. Donc tu sors un bouquin, Note mon nom sur ta liste, éponyme avec un maxi qui a fait un peu l'histoire du rap français. On est d'accord. Un pionnier du hip-hop. Ça a commencé avant le rap par la danse. Ouais. Oui. Le breakdance, vraiment le truc le plus basique. Au sein des Paris City Breakers. Exactement. Ça t'a mené à HIPHOP. Avec Sydney, oui. Où t'as été jury, c'est ça? Ouais, voilà, on était jury du fameux défi. Ouais. Donc après, tu as fait quelques mois dans cette émission, ça s'est un petit peu gâté. Tu avais expliqué que tu demandais un petit peu plus d'argent. Oui, c'est un ensemble de choses qui a amené au fait que voilà, ils ont plus souhaité nous avoir comme jury de l'émission et qui se sont rabattus sur d'autres personnes. Bon, toi, tu avais aussi entamé une carrière dans le mannequinat à cette époque-là, tu avais fait la pub Benetton. Non, après, un peu après, effectivement, j'ai fait une campagne. Non, d'ailleurs, j'en ai fait deux campagnes publicitaires pour la marque Benetton. New York, c'était avant alors du coup? Ouais, New York, c'est tout de suite Ouais. l'été, le premier été qui a suivi le lancement de l'émission avec Sydney. Donc on se resitue, hein, on est à la fin des années 80 à ce moment-là. On est en 84, exactement. Donc il ne devait pas y avoir beaucoup de Français dans le hip-hop à cette époque-là, dans le hip-hop new-yorkais. Quand même. Et surtout à des endroits un petit peu, je dirais, inattendus, Mhm. puisqu'il y avait des gens comme Bernard Zécry qui bossait pour Celluloïd et qui était correspondant pour Libération et Actuel, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Euh, Tu ouais. connaissais Madonna, je crois, non? Bon, il y avait tout un cercle de gens qui traînaient un peu, je dirais, dans la branchitude new-yorkaise. Ouais. Bah, ce que je veux dire alors, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de Français issus de banlieue, on va dire, parce qu'il y avait des gens comme Bando, effectivement, mais qui vient plutôt, qui a des origines plutôt, c'est les Man Brothers, je crois, où il y a Vincent Cassel que tu avais côtoyé là-bas, mais des banlieusards qui, à l'époque, squattaient à New York, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, Squatter, je sais pas. ou Ouais, habitaient. ouais. Mais effectivement, j'en ai pas rencontré beaucoup, quoi. Bon, à cette époque-là, tu vis un peu un rêve éveillé, tu te retrouves chez Africa Bambaataa, c'est ça? Mhm. Pionnier du hip-hop, Carrément. voilà. Ouais. Donc toi, tu rêves, quoi. Je ne fais que rêver d'ailleurs. Ouais. Mm. Ça se passe mal. C'est un grand mot de dire ça place mal. Dans ton livre, tu révèles, tu fais un peu des confessions bon, qui sont assez graves quand même. Grave, je sais pas encore une fois non plus, tout dépend d'où est-ce qu'on se situe, mais je révèle juste que, en tout cas, moi je suis confronté à un phénomène de prédation, Hmm. et donc oui, voilà. Ok. Du coup, après, tu retournes à Paris. Enfin, entre-temps, tu as rencontré Vincent Cassel. Ça se passe un petit peu tout ça en même temps. Ouais. J'ai d'abord rencontré Vincent Cassel et c'est sur la fin de mon séjour, cette première fois, où en fait je me retrouve chez Bambata et l'épisode dont tu parles a lieu. Donc je rencontre d'abord Vincent et ensuite je suis hébergé par monsieur Bambata. Donc ensuite, tu fais la transition de la danse au rap. Quelques années plus tard, on dirait à peu près entre 4 et 5 ans après, Mhm. ouais, Où tu te mets à rapper avec Rockin' Squat, le frère de Vincent Cassel, au sein du groupe Assassin. au sein d'un groupe que je fonde et en fait avec Squat. Mhm. L'idée, on va dire que je cimente l'idée et c'est le partenaire idéal. Du coup, apparition dans Rap Attitude 1, de la formule secrète. Exact. S'ensuit un maxi, Note mon nom sur ta liste, qui sort la même année que l'album Authentique d'NTM. Mhm. Jusque-là, c'était un peu, vous étiez les deux locomotives un petit peu du rap, Assassin et NTM. Là, il y a NTM qui se fait un peu plus connaître à ce moment-là. Alors les deux locomotives, j'irai pas jusqu'à dire ça et avoir ça comme ça, Mhm. puisqu'il y a d'autres choses qui se passent, notamment par exemple la cassette I Am Concept, Mhm. qui arrive à peu près un peu avant la sortie de Rapatitude. Mhm. Donc déjà là, on est en train de parler de 89-90. Le maxi dont tu parles, si je ne dis pas de bêtises, c'est 91. 91, ouais.
Voilà, et effectivement, on fait partie des acteurs qui se font, je dirais, le plus remarquer, Mhm. entre guillemets, mais il y en a quand même beaucoup d'autres. Après, tu as aussi été d'ailleurs directeur artistique de la BO de la haine, où on retrouve aussi un petit peu toute cette scène qui a encore évolué entre-temps. Bande inspirée, oui, ça c'est 95. Mhm. Bah, en fait, ça évolue et ça évolue très vite. Mhm. Et ce projet-là, c'était une manière d'aboutir, je dirais aussi un rêve, qui était de pouvoir présenter une cartographie du rap de l'époque. On retrouve même un groupe qui n'est pas si hip-hop que ça, FFF, qui montre un peu ton ouverture d'esprit. Alors oui, c'est au-delà de tout ça, c'est tout ce qui représente, je dirais, les genres musicaux qui gravitent autour de nous ou autour desquels nous on gravite et qui sont intéressants. Donc, Donc t'invites. ouais. Entre-temps, bon, il y a eu le premier album d'Assassin, justement, Le futur que nous réserve-t-il. Après, tu as quitté le groupe cette même année-là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus? Ça c'est 93. 92, on produit donc cet album. Et puis, ben, voilà, je dirais qu'on s'entend. En tout cas, moi, je me sens de moins en moins à l'aise au sein de notre collectif, comme Scott a pu l'appeler. À ce moment-là, tu entames une nouvelle période de ta vie, un peu plus. Tu pars un peu faire la fête, quoi, en gros. J'ai toujours fait la fête. Ouais. Là, je pars pas la faire là, j'ai Ouais. toujours fait la fête, j'ai toujours Mhm. été quand même un sacré fêtard. En tout cas, dès que j'ai commencé à sortir. Mais là, ça devient un peu plus, je dirais, je vais pas dire un mode de vie, mais plutôt un exutoire. Mhm. Mais en même temps, les problématiques de la vie de tous les jours restent bien présentes. À cette époque-là, après, tu fais les Toxiques, des soirées à Paris où il y avait du hip-hop, mais aussi de l'électro, du punk. Ça, c'est, on fait des bonds dans le Ouais, temps, là. 2002, ouais. Oui, voilà. Parce que là, ce dont on parlait, on était à peu près aux alentours de, je dirais, 93, 94, 95. Oui, 2002, oui, effectivement, les premières soirées toxiques avec le camarade Uncle O, Mhm. qui lui avait déjà à son actif les compiles Dirty South Bass et ainsi de suite, et aussi Shaolin Soul, des compiles assez marquantes au niveau musical, surtout Shaolin Soul, qui un peu met en avant les inspirations dont s'est servi Reza pour faire les sons et les albums de Wu-Tang. Donc, ouais. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon développement musical, Uncle O. Dans le livre, tu évoques aussi une sorte de descente aux enfers. Oui, comme je disais, je suis passé un petit peu par pas mal d'états. Et effectivement, la fête est devenue un exutoire, mais avec ses côtés obscurs aussi. Après, tu as une sorte de résurrection dans un sport, si tu peux nous en parler. Oui, bah, encore une fois, on fait un très gros bond dans le temps, mais aux alentours de 2008, quelque chose comme ça, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien et je m'y suis mis effectivement un peu de la même manière dont je me suis jeté dans la culture hip-hop et dans la danse quand je dansais. Et ça me suit jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc depuis, tu as fait des championnats du monde. J'ai fait différents championnats, dont des championnats du monde. Oui, on va dire que je combats à peu près 2 à 3 fois par an. Et ouais, voilà. Et du coup, ça te rappelle un peu la danse. Ah, pas un peu, beaucoup carrément. Je m'y suis mis de la même manière que je me suis mis dans la danse. Vraiment, ça me rappelle tout à fait la manière dont je me suis lancé dans le break, quoi, à l'époque. Vraiment, le fait de s'entraîner régulièrement, la volonté de vouloir progresser, euh,
le manque d'informations, comment est-ce qu'on va à la pêche aux informations, les nouveaux mouvements et ainsi de suite. Tout ça, oui, ça me rappelle vraiment le break à fond, quoi. Jusqu'à trouver des gens avec qui développer tout ça et ainsi de suite. Et puis bon, il y a quand même des gens qui pratiquent ce sport depuis quelques temps quand même ici en France. Donc c'est toujours de se rapprocher de gens qui permettent de progresser, quoi, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter tout ça maintenant? Ben, le fait que d'autres s'y étaient penchés et que chacun y allant de son avis, de sa vision et ainsi de suite, je me suis dit, ben, plutôt que de me plaindre ou, je dirais, d'être insatisfait de la manière dont les choses peuvent être racontées, notamment ma place, eh ben, il suffit de s'y mettre soi-même et de donner sa version. Ouais, parce qu'il y a par exemple un peu des discussions par rapport à ton personnage dans des films, par exemple dans le film sur NTM, Exactement. où ça s'est pas vraiment passé comme... où t'es pas Comme décrit. décrit, dans le film, carrément, ouais. Mais après, il y a un truc dont on est obligé de tenir compte, c'est que dans un film, quelle est la part de réalité et quelle est la part de fiction? Donc voilà, c'est comme ça que ou que la réalisatrice a décidé de décrire la chose. Voilà, c'est juste une histoire d'interprétation.